Nous allons étudier la période 1975-1985 qui, dans les relations internationales, s'appelle en général la guerre fraîche. Pourquoi la guerre fraîche? Eh bien parce que, après la période de détente et cette guerre du Vietnam qui a quand même été un choc, les relations entre les deux grands vont changer. Elles vont changer comment? Tout d'abord parce que, et c'est ce que nous verrons en premier, les États-Unis se replient sur eux-mêmes, et comme ils se replient sur eux-mêmes, évidemment, l'Union soviétique va en profiter, et dans la seconde partie, nous allons voir l'expansion soviétique pendant cette période. Voyons tout d'abord les causes intérieures de ce repli américain. Eh bien, comme nous l'avons vu, en fait, tout part de cette guerre du Vietnam. Les Américains ne comprennent pas comment un peuple sous-développé, qui n'a pas vraiment d'armée, comment un peuple pareil a-t-il pu vaincre la première armée du monde et faire que celle-ci soit obligée de quitter le pays? Eh bien, évidemment, ça paraît tellement étonnant aux Américains que ils préfèrent ne pas trop en parler et ils se replient sur eux-mêmes puisqu'ils ne peuvent même pas vaincre au Vietnam. Eh bien, c'est pas la peine de s'occuper de l'extérieur, restons entre nous. Donc cette espèce de repli est due à ce choc pour les Américains de voir que leur armée, dont ils sont aussi fiers, n'a pas pu résister à une armée du tiers-monde. Le deuxième élément intérieur, c'est le problème de la crise. D'abord, elle est double cette crise. Elle a commencé par une crise monétaire. La Seconde Guerre mondiale, le dollar était égal à l'or. En effet, 35 dollars donnaient une once d'or. Autrement dit, le dollar était aussi valable que de l'or. Et ceci donc permettait aux États-Unis de montrer la puissance de leur monnaie et de leur économie. Or, en 1971, Nixon, le président des États-Unis, déclare que cette parité or-dollar est complètement terminée, que le dollar ne repose plus sur l'or, et que donc à partir de ce moment-là, le dollar, c'est un billet comme un autre, et une monnaie comme une autre. Pourquoi ce changement? Eh bien parce que surtout essentiellement à cause de la guerre du Vietnam, la banque américaine, la Federal Reserve, a multiplié les dollars pour pouvoir justement financer cette guerre, mais multiplier les dollars ne signifiait pas multiplier l'or. L'or ne se multipliait pas à la même vitesse. Donc il était tout à fait évident qu'il y avait beaucoup plus de dollars qu'il n'y avait d'or et qu'on ne pouvait plus accepter l'équivalence dollar-or qui obligeait les États-Unis, quand les grandes puissances le demandaient, à transformer leur dollar en lingots d'or. Donc, c'est déjà très dur pour les Américains qui, quand même, ont une confiance extraordinaire dans le billet vert. Mais à cela s'ajoute, à partir de 1973, la crise économique, qui, là aussi, est un coup très dur parce que, tout comme tous les pays d'Europe de l'Ouest, les Américains étaient persuadés qu'il n'y aurait plus de crise économique, qu'on savait lutter pour empêcher les crises économiques. Et 73, avec le premier choc pétrolier, amène une crise économique contre laquelle on ne sait pas lutter, pas même les Américains. Et puis, il y a aussi un choc moral. Cette crise morale est extrêmement profonde. En effet, le président Nixon va être obligé de démissionner. Or, le président pour les États-Unis, c'est une institution qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Et le fait que le président des États-Unis se soit laissé aller à entrer dans des magouilles et qu'il ait permis, ou plus exactement peut-être poussé même, à écouter ce qui se passait dans le parti démocrate qui était en bataille électorale avec lui, donc qu'il ait fait mettre des micros un peu partout dans l'édifice où se trouvaient les démocrates, et qu'il ait naturellement nié l'avoir fait, eh bien c'était doublement répréhensible d'abord de l'avoir fait, mais aux yeux des Américains, le pire, c'était que le président des États-Unis nie
l'avoir fait. Autrement dit, qu'il mente à la nation. Et là, vraiment, c'était beaucoup trop grave et Nixon a senti qu'il valait mieux qu'il démissionne. Un président qui démissionne aux États-Unis, ça ne s'était jamais vu. Et les Américains sont sous le choc. Ils vont élire un président bien sous tout rapport, Jimmy Carter, mais est-ce que Jimmy Carter sera à la hauteur des problèmes qui se posent à ce moment-là? En deuxième sous-partie, on pourrait essayer de voir quels sont les problèmes extérieurs qui expliquent ce repli américain. Eh bien, les problèmes extérieurs se passent essentiellement dans l'année 79. L'année 79, c'est celle du mandat justement du président Carter. Or, cette année 79 est une véritable année noire pour les Américains. D'abord, en Iran. En Iran, eh bien, il vient d'avoir un nouveau gouvernement, c'est Khomeini qui est arrivé, alors que le Shah d'Iran, qui était l'empereur d'Iran, était soutenu par les Américains. Donc déjà, les Américains ici perdent l'un de leurs alliés les plus importants. Mais en plus, les diplomates américains sont enfermés, ils sont kidnappés par les Pasdaran qui sont disons, les milices du nouveau pouvoir islamiste, et qui déclare que les États-Unis sont le grand diable universel, et finalement, arrêtés, kidnappés, enfermés, les Américains vont rester 1 an enfermés sans que les États-Unis ne puissent les délivrer. Ils sont otages pendant 1 an. Il y aura un essai pour les délivrer qui sera une catastrophe totale et qui montrera l'incapacité des Américains à agir à l'extérieur. Le second, en 79, eh bien, c'est l'Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? L'URSS, qui profite de la faiblesse américaine, décide d'envahir l'Afghanistan sous prétexte d'aider un parti frère qui est arrivé au pouvoir et qui est un parti pro-communiste, et donc en fait c'est une excellente raison pour envahir l'Afghanistan. Quand on voit la position stratégique de l'Afghanistan entre l'Iran d'un côté, le Pakistan de l'autre, on comprend que les soviétiques aient trouvé tout à fait intéressant d'occuper cette région. Et puis, 79, voilà qu'arrive en plus un nouveau choc pétrolier venu de l'extérieur. Il est dû au fait que le pétrole se raréfie, que les prix montent, et cela va encore accentuer la crise économique. Donc, vraiment, tous les éléments, intérieurs ou extérieurs, se liguent pour faire que les États-Unis se replient sur eux-mêmes. Évidemment, devant cette faiblesse américaine, les soviétiques décident d'en profiter. Ils en profitent en essayant d'étendre leur influence le plus loin possible. Et ce loin est très loin. En effet, ils peuvent essayer de s'étendre, et ils réussissent en soutenant les guérillas en Amérique latine. Or, l'Amérique latine est considérée par les Américains un peu comme leur arrière-cour, et donc c'est extrêmement grave pour les Américains. Ils soutiennent par exemple au Nicaragua les sandinistes, qui sont donc des guérilleros anti-américains, mais ils ne s'arrêtent pas là. En effet, ils vont soutenir aussi en Asie les Vietnamiens. En effet, les Vietnamiens vont se réunifier en 1975. Il faut se rappeler qu'à la fin de la guerre du Vietnam, en 1973, le Vietnam était resté coupé en deux, avec le nord communiste et le sud capitaliste. C'était finalement le traité de Paris qui l'avait décidé. Or, c'était en 1973. 2 ans après, 1975, le Nord-Vietnam envahit le Sud et Saigon, qui était la capitale du Sud, devient Ho Chi Minh-ville. Or, Ho Chi Minh, c'est le dirigeant communiste du Nord. Donc, c'est vraiment totalement une défaite pour les Américains et ça ne fait que amplifier le choc vietnamien. Le second point, c'est
on l'a vu, l'invasion de l'Afghanistan. Donc il y a le Vietnam, il y a l'Afghanistan, et l'Afghanistan est directement envahi par les communistes. Et en Afrique, eh bien en Afrique, tous les gouvernements, un tant soit peu pro-communistes ou proches de la gauche, sont aidés, subventionnés par le régime soviétique. Et très souvent, ils sont aidés aussi quand nécessaire pour leur indépendance. Et il y a encore des pays qui ne sont pas indépendants en Afrique. Ce sont les qui deviendraient ex, mais qui sont encore colonies portugaises, c'est-à-dire le Mozambique et l'Angola. Là, non seulement le Mozambique et l'Angola ont des subventions russes, soviétiques, mais aussi l'aide des soldats de Castro, des soldats cubains qui sont les alliés des soviétiques. Donc on voit que, aussi bien en Asie, en Afrique qu'en Amérique latine, l'influence soviétique s'étend. Nous verrons dans une seconde vidéo la deuxième partie de la guerre fraîche, c'est-à-dire le retour des États-Unis sur la scène internationale avec à leur tête Ronald Reagan.